Bienvenue à cette série de conférences sur l'histoire du Canada français qui va s'échelonner tout au long de l'année et il va y avoir 10 conférences, une à chaque mois. Il est très important de connaître notre histoire. Le chanoine Groulx, de qui je vais m'inspirer grandement dans cette série de conférences, avait pour devise « Notre maître le passé ». Ce qu'il voulait dire par là, c'était que l'homme, tant comme individu que comme société, était finalement informé, formé de l'intérieur par son passé. Cicéron avait une belle phrase pour exprimer l'importance de l'histoire. Il disait l'histoire maîtresse de vie. En effet, un individu comme une collectivité ne s'orientera dans l'avenir qu'en fonction des tendances de son passé. Il est très important de connaître notre passé pour défendre et préserver l'identité nationale. En effet, qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est deux choses. C'est un lien horizontal et un lien vertical. Le lien horizontal, il est facilement perceptible. On parle d'une nation lorsqu'on a un peuple qui a des caractéristiques communes, comme par exemple nous, les Canadiens français. On a un territoire assez bien défini sur les bords du Saint-Laurent. Nous sommes de race française, nous sommes de religion catholique, de langue française. Alors tous les peuples ont comme ça certaines caractéristiques communes qui sont faciles à identifier. Et pourtant, ce ne sont pas ces caractéristiques qui forment l'essence d'une nation. Ce qui forme l'essence d'une nation, c'est plutôt le lien entre les générations. C'est-à-dire le fait que nous, par exemple, aujourd'hui, Canadiens français, nous pouvons nous identifier à des ancêtres. Donc, le lien est dans le passé, mais il est également dans le futur, parce que c'est pas tout que d'avoir un passé commun. Encore faut-il avoir la volonté de continuer cette vie commune. Et dans l'état de la société québécoise actuelle, on peut se demander si nous avons encore cette volonté de vie commune. Pour un catholique, le patriotisme est plus qu'un devoir social, c'est également un devoir religieux. En fait, lorsqu'on lit saint Thomas d'Aquin et lorsqu'on lit toutes les œuvres de la doctrine catholique, on rattache le patriotisme au 4e commandement « Père et mère, tu honoreras ». Alors, pour honorer nos pères et nos mères, encore faut-il les connaître. Et rappelons-nous ce commandement « Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement ». Le commandement s'applique autant aux sociétés qu'aux individus et on peut dire qu'une société qui n'honore pas ses pères et ses mères ne vivra pas longuement. Elle est menacée de mort. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la société canadienne-française, de même que à peu près toutes les sociétés occidentales, ont marqué une rupture nette avec leur passé. Ce n'est pas un hasard si on n'enseigne plus l'histoire dans les écoles aujourd'hui. Ou lorsqu'on l'enseigne, on l'enseigne très mal. Et on ne veut surtout pas enseigner l'histoire de nos ancêtres, mais plutôt l'histoire, par exemple, des étrangers qui viennent d'arriver il y a à peine 1 ou 2 générations. Parce qu'on veut définitivement briser ce qui cimente l'identité nationale. Donc, moi, dans ma profession d'historien, je me suis donné pour objectif d'essayer de sauver la mémoire du Canada français dans le but de lutter pour la défense de notre identité. Pourquoi est-ce que j'emploie l'expression Canada français? Pourquoi est-ce que je ne parle pas de l'histoire du Canada ou encore de l'histoire du Québec? C'est qu'en fait, je veux faire l'histoire non pas d'un territoire, mais bien d'un peuple, d'une nation. Or, le Canada, si c'est une entité géographique bien connue et bien délimitée, le Canada ne constitue pas une entité nationale. Il y a au Canada 2 nations, et ça va être une trame de fond de toute ma présentation historique. Il y a les Canadiens français et il y a les Canadiens anglais. Ces 2 nations-là sont tout aussi différentes l'une de l'autre que peuvent l'être les Français ou les Allemands. Même si Canadiens français et Canadiens anglais vivent dans la même entité politique, ils ne se sont pas fusionnés. C'est un peu à l'image des Anglais et des Irlandais qui ont longtemps vécu dans la même unité politique, mais qui ne se sont jamais fusionnés en une seule nation. J'emploie aussi l'expression Canadien-Français plutôt que Québécois,
pour une raison différente. C'est que depuis une vingtaine d'années, l'expression québécois ou société québécoise ou Québec a pris une connotation qui s'éloigne de ce que signifiait l'expression canadien-français. En fait, maintenant, lorsqu'on parle d'un Québécois, on parle tout simplement de quelqu'un qui a la citoyenneté canadienne et qui vit sur le territoire du Québec. Et ce, peu importe sa langue maternelle, peu importe son origine ethnique, peu importe sa religion. En réalité, on fait référence à une citoyenneté, un peu sur le modèle de la citoyenneté américaine. On ne fait pas référence, lorsqu'on parle de Québécois, à une nationalité. Alors, la nationalité dont je veux vous parler dans cette série de conférences, il s'agit bien de la nationalité canadienne-française. Il est d'usage de diviser notre histoire en trois périodes à peu près égales. D'abord, le régime français, qui commence avec, disons, la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534 et qui se termine avec la conquête anglaise en 1760. À cette époque-là, le Canada était colonie française. Ensuite, il y a le régime anglais, de 1760 jusqu'à 1867, disons, jusqu'à la Confédération canadienne. À partir de 1867, ou en fait, on devrait plutôt dire à partir de 1848, je vous expliquerai cette nuance plus tard, le Canada devient à peu près indépendant de l'Angleterre. En fait, le Canada va devenir complètement indépendant de l'Angleterre seulement en 1931. Mais n'empêche que à partir de 1867, on peut parler d'un régime canadien. Quel est le fil conducteur de notre histoire? Ce fil se résume en un mot, le mot survivance. Qu'est-ce qu'un Canadien français? Un Canadien français, c'est quelqu'un qui lutte pour sa survie sur les bords du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il veut faire survivre? Bon, bien sûr, sa survie physique, ça c'est la première des choses, mais surtout la survie de sa langue et de sa religion. En fait, nous verrons que dès 1608, dès la fondation de Québec, le Canada français aurait facilement pu disparaître. À plusieurs étapes dans notre histoire, nous étions menacés de disparition. Et chacune de nos survies est presque miraculeuse, ou du moins fortement providentielle. Quelle est l'autre grande caractéristique de notre identité? C'est l'homogénéité. L'homogénéité ethnique, culturelle et religieuse. Le Canada français est le fruit de la France, mais pas de n'importe quelle France. On pourrait dire que le Canada français est né de la meilleure France, celle de 1660 à 1680, la France de Louis XIV et surtout la France de la contre-réforme catholique. En effet, et c'est très important de garder toujours ça à l'esprit, nous sommes nés au moment où la France était à l'apogée de son histoire. Nous ne sommes pas le fils de la France de Saint-Louis, mais bien le fils de la France de Louis XIV. Et ça va marquer beaucoup notre identité. Parce que toute la diversité qu'il y avait en France, notamment sur le plan linguistique, sur le plan juridique et même sur le plan religieux, parce que n'oublions pas que la France était divisée entre catholiques et protestants, cette diversité-là, elle ne sera pas transposée de l'autre côté de l'Amérique. Nous aurons une France sur le modèle, si on veut, de ce qu'on rêvait à Paris au temps de Louis XIV. J'ai intitulé la première conférence « Les temps héroïques ». Il s'agit de la période qui va de 1534 jusqu'à 1663. Pourquoi héroïque? Parce que, effectivement, de grandes figures ont marqué cette période. La naissance du Canada français est un phénomène tout à fait exceptionnel et qui a été réalisé par des figures tout à fait exceptionnelles. Exceptionnelles sur le plan religieux, vous n'avez qu'à penser, par exemple, au Saint-Martyr canadien, mais aussi sur le plan politique et militaire. Vous n'avez qu'à penser à Dollard des Ormeaux. Le Canada a été découvert au temps du roi François Ier, roi de France, roi humaniste, imbu des idées de la Renaissance. Pourquoi y avait-il eu ce phénomène à la fin du 15e siècle, ce phénomène des grandes découvertes? En fait, ce qui est arrivé, c'est que les Européens
cherchait à contourner la Méditerranée, à avoir accès à l'Asie, c'est-à-dire plus particulièrement à l'Inde et à la Chine, sans passer par la Méditerranée. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, c'est que tout le commerce de la Méditerranée était contrôlé par les Italiens à ce moment-là. Et deuxièmement, l'Empire turc, qui venait de prendre Constantinople, un empire musulman, contrôlait toute la partie orientale de la Méditerranée. Donc, à ce moment-là, les royaumes européens ont été à la recherche de nouvelles routes qui leur permettaient d'éviter à la fois la menace musulmane et les intermédiaires italiens qui étaient, dans ce temps-là comme aujourd'hui, très coûteux. Donc, c'est d'abord l'Espagne et le Portugal qui vont entreprendre ces grandes découvertes. Ce que les Portugais vont faire, eux autres, c'est qu'ils vont aller vers l'Asie en contournant l'Afrique. Quant aux Espagnols, ils vont plutôt chercher une voie vers l'ouest en traversant l'Atlantique. C'est le fameux voyage de Christophe Colomb qui permet de découvrir l'Amérique en 1492. Mais à ce moment-là, la France ne fait pas partie du jeu. Pourquoi? Parce qu'au début du 16e siècle, fin 15e, début 16e, la France est prise dans des guerres en Italie. Le pouvoir royal a encore de la difficulté à s'imposer sur les provinces et sur les nobles. Et la France n'a même pas de marine nationale. Il y a des marins en France, mais c'est des pêcheurs seulement. Il n'y a pas de marine de guerre, il n'y a pas de marine d'État sur laquelle le roi pourrait compter. Donc, finalement, ça a été assez long avant que la France s'engage dans le processus des grandes découvertes. N'empêche que François Ier a envoyé Jacques Cartier en 1534 à la recherche d'une route vers la Chine. Ce n'est pas la Chine qui l'a découvert, c'est le Canada. En fait, depuis que Terre-Neuve s'est joint à la Confédération en 1949, on devrait plutôt dire que le découvreur du Canada, c'est Jean Cabot. En fait, Giovanni Caboto, qui était un Italien, mais un Italien au service du roi d'Angleterre. Donc, c'est lui qui a découvert Terre-Neuve en 1497. Mais si vous regardez tous nos vieux livres d'histoire du Canada qui ont été écrits avant 1949, ben là, évidemment, c'était Jacques Cartier qui était à ce moment-là découvreur du Canada. Quoi qu'il en soit, on peut, si on n'accepte plus que Jacques Cartier est découvreur du Canada, ben disons que Jacques Cartier a découvert le Québec à ce moment-là. Il a fait 3 voyages. Dans son premier, en 1534, il découvre le golfe du Saint-Laurent et il plante la première croix à Gaspé. Son deuxième voyage, en 1534-35, il descend jusqu'à Stadacone, qui est la ville de Québec actuellement, et ensuite à Hochelaga, qui est la ville de Montréal. Hochelaga et Stadacone, c'est des noms de villages indiens, en fait, qui étaient là à ce moment-là. Il passe le premier hiver ici, hiver qui a été très difficile, notamment à cause du scorbut, qui était une maladie due à la sous-alimentation. Heureusement, les Indiens ont fourni aux Français des médicaments qui ont permis de guérir le scorbut. Finalement, Cartier revient en 1541, mais là, cette fois-là, il est seulement le pilote de Roberval, qui maintenant commande l'expédition. Un peu plus tard, Roberval va revenir. Là, Cartier n'est plus avec lui. Et il va tenter d'établir une première colonie dans la région du Saguenay, en fait la région actuelle de Tadoussac, dans ce qu'on appelait le royaume du Saguenay. Pourquoi? Parce que les Indiens racontaient qu'il y avait dans ce royaume du Saguenay beaucoup d'or. La motivation principale des Européens à ce moment-là, c'était de trouver des sources d'or, un peu comme ce que les Espagnols avaient fait au Mexique. Mais ici, on ne trouvera pas ni or ni argent. À un moment donné, on a trouvé quelques pierres, quelques pierreries qu'on pensait être des diamants. On les a ramenés en France et on s'est aperçu que c'était simplement du mica. Et l'expression « les diamants du Canada » sont restés dans la langue française et ça signifie finalement du toc, c'est-à-dire une valeur une marchandise sans valeur. C'est ce qu'on appelle en France des diamants du Canada. C'est drôle, l'expression n'est pas tellement répandue ici, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, après les expéditions de Cartier, le roi de France cesse d'envoyer des explorateurs parce que la France est à ce moment-là déchirée par les guerres de religion. C'est la guerre entre catholiques et protestants. Et le roi a évidemment beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de lointaines colonies en Amérique. Amérique qu'on croyait encore être l'Asie à ce moment-là.
Il y a eu quand même une tentative privée, si on peut dire, de colonisation française au Brésil et en Floride. Pendant une dizaine d'années, il va y avoir là des colonies, mais ces colonies avaient été fondées par des Français protestants. Elles vont échouer parce que certains de ces protestants-là vont se reconvertir au catholicisme et finalement, ces colonies vont périr dans des guerres de religion qu'ils transportaient de l'autre côté de l'Atlantique. En 1598, Henri IV, roi de France, qui était un protestant, qui a hérité du trône de France, mais qui s'est à ce moment-là converti au catholicisme pour pouvoir gouverner, publie une loi de tolérance religieuse, une loi qu'on a appelée l'Édit de Nantes. Alors, cet Édit de Nantes marquait finalement une espèce de trêve dans la guerre entre catholiques et protestants. Elle établissait le catholicisme comme religion d'État en France tout en tolérant une certaine liberté pour les protestants, mais ce n'était qu'une trêve de 20 ou 30 ans parce que la guerre va reprendre un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, pendant cette trêve-là, la France va pouvoir à nouveau s'occuper des expéditions outre-mer. Parlons maintenant de ceux qui habitaient le pays avant l'arrivée des Français, de ceux qu'on appelait alors les sauvages, qu'on a appelés ensuite les Indiens, et qu'on appelle maintenant les Amérindiens. En Amérique du Nord, les Amérindiens n'étaient pas très nombreux. Ils étaient peut-être 1 million pour ce qui constitue aujourd'hui le Canada et les États-Unis. Au Canada comme tel, on les évalue à 220 000 et dans la province de Québec à quelque chose comme 25 000. Donc c'était, étant donné la grandeur du territoire, une quantité à peu près négligeable. Le degré de civilisation des Amérindiens était variable. En Amérique centrale, les Aztèques, les Mayas, les Incas avaient réussi à développer une civilisation qui était assez brillante par certains côtés, mais très arriérée sur certains autres. Comme par exemple, ils construisaient des pyramides extraordinaires, quasiment aussi belles que les pyramides d'Égypte, mais en même temps, ils ne connaissaient ni la roue, ni le fer. Ils avaient développé des connaissances impressionnantes dans le domaine de l'astronomie, et pourtant, ils pratiquaient systématiquement le sacrifice humain. Donc, c'était des civilisations assez, paradoxales, mais quand même avancées. Par contre, en Amérique du Nord, et plus particulièrement ici au Québec, les Amérindiens étaient vraiment à l'âge de pierre. Ils connaissaient ni la roue, ni le fer, ni même l'écriture. Ils ne pratiquaient pas l'agriculture, sauf peut-être les Iroquois qui commençaient un peu. Mais bref, ils étaient au degré de civilisation où pouvait l'être l'Europe, peut-être 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait 2 grandes confédérations. On emploie le mot confédération peut-être un peu à tort parce que c'est un concept politique occidental. Mais il y avait 2 grandes confédérations de tribus indiennes au Québec, la confédération iroquoise et la confédération algonquine. Alors les Iroquois vont être ennemis des Français, alliés aux Anglais. Les Algonquins vont être les alliés traditionnels des Français. Les Iroquois étaient un peu plus civilisés que les autres. Eux pratiquaient l'agriculture. Ils commençaient à être sédentaires et ils avaient développé une certaine forme d'État. Les Hurons, que vous connaissez certainement, les bons Hurons qu'on oppose toujours aux méchants Iroquois, faisaient également partie de la Confédération iroquoise. En fait, c'était ce qu'on appelle des Iroquoiens, mais dissidents. Parce qu'il ne faut pas croire que ces confédérations-là étaient très, très fermes. Là. Imaginez-vous pas ça sur le modèle d'un pays moderne. En fait, c'est des tribus. Et puis, quand un chef d'une tribu n'aimait plus le chef de l'autre tribu, ben, il changeait d'alliance. Ça venait de régler le problème. La famille amérindienne est axée surtout sur un pouvoir nettement masculin. C'est l'homme guerrier qui exerce toutes les fonctions. La femme est à peu près une esclave. Les enfants sont élevés tout à fait librement, sans aucune discipline et aucune autorité. Les mariages sont instables. Alors, est-ce que je vous parle des Amérindiens ou de la société québécoise d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça se ressemble un peu. Mais il faut croire qu'une barbarie en vaut une autre. Quoi qu'il en soit, les Amérindiens étaient particulièrement connus pour leur cruauté à la guerre.
Les Indiens pratiquaient le scalp, malgré ce que certains historiens modernes ont essayé de nous faire croire, ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé le scalp. Il y a eu certains historiens qui ont essayé de dire que c'était les Anglais de New York qui avaient inventé le scalp parce qu'ils donnaient un certain montant pour chaque Indien mort. Alors donc, plutôt que d'amener l'Indien, on amenait le scalp pour avoir le montant d'argent. Alors ça, c'est un mythe. Le scalp se pratiquait chez les tribus indiennes avant même l'arrivée des Blancs. Les Indiens pratiquaient également la torture, systématiquement, lorsqu'ils prenaient un prisonnier. Les saints martyrs canadiens vont en connaître quelque chose. Et ils pratiquaient aussi le cannibalisme. Vous vous rappelez que lors du martyre de Saint-Jean-de-Brébeuf, les Iroquois ont mangé son cœur pour avoir une partie de son courage, parce que la torture, c'était un test. Si le prisonnier résistait courageusement, il mourrait dignement sous la torture, donc il était brave et on mangeait son cœur pour acquérir ses vertus. Les Indiens avaient également, sur le plan religieux, finalement, une espèce de culte de la nature. Ils pratiquaient la sorcellerie et ils pratiquaient aussi les sacrifices humains. Peut-être pas de manière aussi systématique chez les Aztèques du Mexique, mais ça se faisait quand même. Ils ne connaissaient pas l'écriture. Leur plus grand plaisir, c'était de palabrer, de faire de longs discours. Et ils étaient généralement paresseux. C'est-à-dire que c'était très difficile de faire travailler un Indien. Quand les Français vont essayer de les sédentariser, de leur apprendre l'agriculture, de leur apprendre un travail plus permanent, les Indiens ne sont pas capables d'une telle persévérance. C'est pas que les Indiens étaient faibles, au contraire, quand ils partaient à la guerre, quand ils partaient à la chasse, ils étaient capables de déployer beaucoup d'énergie, mais quand ça leur plaisait et uniquement à leurs conditions. En fait, c'était une civilisation qui n'avait jamais été disciplinée. Les Indiens nous ont appris certaines choses, bien sûr, c'est eux qui nous ont montré ce qu'était un canot, des mocassins, des raquettes, ils nous ont fait connaître l'eau d'érable, aussi le tabac, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses, et puis d'autres aliments qui étaient inconnus en Europe, comme le maïs, la citrouille, les haricots. Mais finalement, leur apport est assez limité. En fait, dans la langue française, il y a 25 mots qui nous viennent de l'amérindien. Alors, ça montre un peu le faible apport qu'il peut y avoir. Et puis même pour ce qui est... Je vais vous raconter une petite histoire, par exemple, pour la question de l'eau d'érable. On essaie de faire croire que les Indiens nous ont fait découvrir ce magnifique mets qui est le sirop d'érable, mais ce n'est pas vrai. Les Indiens connaissaient l'eau d'érable, ils savaient extraire l'eau d'érable, mais ce sont des jésuites, des missionnaires jésuites qui ont développé la technique pour le faire bouillir, et donc pour en faire du sirop. Ça, les Indiens ne savaient pas en faire du sirop. Mais les jésuites ont même fait quelque chose de plus intéressant encore, c'est qu'ils ont développé une technique pour extraire l'eau d'érable sans faire mourir l'arbre. Parce qu'à chaque fois que les Indiens extrayaient de l'eau d'érable, ils l'ouvraient tellement que finalement l'arbre mourait. Mais bon, évidemment, en Amérique, il n'y avait rien que ça, des arbres. Ça valait pas grand cher, ça valait pas tellement cher un arbre, mais en Europe, et même surtout en France, déjà les forêts commençaient à être un peu plus diminuées. Or, la mort d'un arbre, c'était quelque chose de tragique. Donc, c'est pour ça que les jésuites ont développé une technique qui est encore la même qu'on utilise aujourd'hui pour extraire l'eau d'érable sans faire mourir l'arbre. Alors, quand je vois, par exemple, certains écologistes d'aujourd'hui qui disent qu'on devrait se tourner vers les Amérindiens et pour leur protection de l'environnement, j'ai certains doutes là-dessus. Finalement, ces Amérindiens-là ne seront jamais ni européanisés, ni christianisés. Bon, certains d'entre eux vont devenir chrétiens, c'est sûr, même que les Amérindiens vont fournir une grande sainte, Kateri Tekakwitha. Mais en général, l'évangélisation aura été un échec. Pourquoi? Parce que les Indiens étaient trop libres. C'était finalement la trop grande liberté de leur civilisation qui les empêchait d'accepter toute la discipline qu'impose la religion catholique. Pensez par exemple à Marguerite Bourgeois, qui avait une école pour des Indiennes, ou Marie de l'Incarnation aussi avait développé une école pour les Indiennes.
Alors, celle-ci, dès que l'été arrivait, bon, elle pouvait aller en classe un peu pendant l'hiver, mais dès que l'été arrivait, elle prenait le bois puis elle s'en allait. Donc, finalement, tout le travail qui avait été fait d'éducation et d'évangélisation était perdu. De toute façon, les Indiens vont démographiquement disparaître. Quand Christophe Colomb arrive en Amérique, on calcule qu'il y a à peu près 80 millions d'Indiens sur les deux continents, Amérique du Nord et du Sud. 50 ans après, il en reste seulement 8 millions. Comment se fait-il qu'ils ont disparu? Encore une fois, il y a des historiens d'aujourd'hui qui veulent nous faire croire que les Européens auraient exterminé les Indiens. C'est pas vrai du tout. En fait, ce qui les a fait disparaître, c'est ce qu'on appelle le choc microbien. C'est que à cette époque-là, comme il y avait très peu de communication entre les continents, il y avait certains microbes qui existaient en Amérique et qui n'existaient pas en Europe. Et à l'inverse, il y en avait qui étaient en Europe et qui n'existaient pas en Amérique. Alors, certains microbes qui donnent des maladies très bénignes pour un Européen, comme la grippe, étaient mortels pour les Indiens. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dès les premiers voyages de Christophe Colomb, il y a eu des microbes qui sont arrivés en Amérique et les Indiens ont commencé à mourir par millions de la grippe. Ça a été surtout, évidemment, les enfants qui étaient frappés. Alors, donc, la population indienne a été complètement décimée par ce choc microbien. La même chose avait failli arriver aux Européens au Moyen Âge avec la Grande Peste. Parce que pendant un certain temps, parce que la route de la soie qui allait de la Chine jusqu'à l'Europe était coupée, il y avait eu une diversité microbienne qui s'était formée là, dans chacune des deux parties de l'Ancien Monde. Et à la suite de l'Empire mongol de Gengis Khan, qui a établi une unité politique au centre de l'Asie, la route de la soie s'est réouverte. Toutes les caravanes qui partaient de Chine, qui se rendaient jusqu'en Europe, pouvaient maintenant à nouveau faire leur trajet. Et ils ont amené avec eux des microbes. Et ça a provoqué la grande épidémie de peste de 1348 qui va faire disparaître environ le tiers de la population européenne. Maintenant, que penser de cette disparition dramatique des Amérindiens? C'est quelque chose de phénoménal, c'est quelque chose un continent complet qui s'est vidé. On peut se demander si ils n'ont pas été les justes victimes d'un châtiment divin pour la pratique des sacrifices humains qu'ils faisaient depuis très longtemps. Quand, par exemple, à Mexico, on a inauguré la pyramide de Tenochtitlan, on a sacrifié 80 000 personnes. C'était systématique. Jour et nuit, on montait les victimes en haut. Le prêtre le sacrifiait en ouvrant la poitrine, en extrayant le cœur. On offrait le cœur au dieu soleil. Et ensuite, on jetait le cadavre en bas de la pyramide. Et là, le petit peuple, venait manger les victimes sacrifiées. Donc, c'était pas rien que les prêtres qui étaient responsables, mais toute la population en faisait partie. Alors, évidemment, est-ce que c'était un châtiment divin? Ben, ça, c'est une des choses qu'on saura au jugement dernier, mais il n'est peut-être pas interdit de le penser. Revenons maintenant aux Français. Les Français s'installent d'abord, non pas au Québec, mais en Acadie, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse. En 1603, le roi de France concède l'Acadie à Pierre Guat de Mont, qui est un protestant. Alors là, on est à l'époque de tolérance religieuse en France. Donc, il y a à la fois des protestants et des catholiques qui ont accès à la cour. Alors, il y a une espèce de trêve entre les deux. Donc, il y a une cohabitation pacifique, mais certainement pas harmonieuse. Ce Pierre Guat de Mont fonde en 1604 Port-Royal en Nouvelle-Écosse. Son pilote était Samuel de Champlain, lui, un bon catholique. La colonie n'est pas allée bien loin parce que il y a eu des querelles religieuses. Dans Port-Royal, il y avait un prêtre catholique et un pasteur protestant. Alors, inutile de dire que la population était continuellement divisée entre les deux. Il n'y avait pas d'unité pour vraiment assumer le travail. Les protestants s'opposaient à ce qu'on fasse venir les jésuites, parce que les jésuites étaient l'ennemi juré des hérétiques. Bon, en fait, vous pouvez imaginer toutes les difficultés que ça provoquait. Pendant ce temps-là, en 1607, les Anglais, eux autres, fondent leur premier établissement en Amérique à Jamestown, en Virginie. Alors, ce ne sera pas tellement long que la guerre va prendre entre Anglais et Français.
Évidemment, le mot guerre est un grand mot, c'était plutôt de la petite guérilla, c'était de la guerre de pirates. Un bateau avec 20 hommes, c'était une puissance redoutable dans les conditions de l'époque. Alors, de 1614 à 1667, il va y avoir continuellement des escarmouches entre Anglais et Français en Acadie. Et non seulement ça, mais il va même y avoir des guerres entre Français. Guerre pas tellement à nature religieuse, plutôt qu'à nature vraiment féodale. À un moment donné, il y a deux gouverneurs d'Acadie qui vont se battre entre eux. Alors bref, c'était pas très très brillant la colonisation de l'Acadie. Parce que ce n'était pas basé sur un principe d'unité politique et religieuse. Et ce qui est remarquable dans cette guérilla, c'est de voir que très souvent, les Français protestants passent au service des Anglais. Ils préfèrent se battre du côté des Anglais protestants contre des Français catholiques plutôt que d'affronter l'ennemi. C'est que l'ennemi anglais, c'est que les Français sont encore dans leur esprit en guerre civile. Or, une guerre civile, ça prime toujours sur la guerre étrangère. Finalement, en 1667, il va y avoir un traité, le traité de Breda, qui est signé en Europe, et l'Acadie qui avait été prise par l'Angleterre va être retournée à la France. Voyant les difficultés de la colonisation en Acadie, Samuel de Champlain, qui était, comme je vous l'avais dit, le pilote de M. de Monts, va, lui, décider d'aller un peu plus loin et de fonder une autre colonie, mais cette fois à Québec. Sauf que là, la fondation de Québec ne sera pas sur les mêmes bases. Premièrement, il y avait uniquement des catholiques. Certains historiens ont prétendu que Samuel de Champlain était peut-être un protestant à cause de son prénom, Samuel. C'était d'usage chez les protestants français de baptiser leurs enfants de noms tirés de l'Ancien Testament. On voit d'ailleurs encore ça chez les Américains, par exemple. Mais en réalité, il n'y a absolument aucune preuve à l'effet que Samuel de Champlain ait pu être protestant. C'était même un grand catholique. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un saint dans son cas, mais il est certain qu'il n'était pas motivé uniquement par des objectifs commerciaux. En fait, ce n'est pas tellement le commerce des fourrures qui, lui, l'intéressait que l'idée de fonder une colonie pour évangéliser l'Amérique. C'est certain que dans son entourage, parmi ceux qui l'accompagnaient, les motivations pouvaient parfois être moins nobles. Mais quoi qu'il en soit, la Fondation de Québec poursuit un objectif religieux autant que commercial. Pourquoi s'est-il installé à Québec? En fait, il y avait des avantages. Premièrement, c'était une région qui était à peu près pas peuplée. Quand Cartier fait son voyage en 1534-35, il voit des villages indiens un peu partout sur les rives du Saint-Laurent. Puis quand, en 1608, Samuel de Champlain fait le même trajet, il écrit dans son livre de bord « Terre inhabitée ». Pourquoi? Où étaient rendus ces fameux Indiens que Cartier avait vus? Ben, ils étaient déjà disparus à cause du choc microbien. En 75 ans, les épidémies qui avaient ravagé l'Amérique centrale avaient finalement monté jusqu'au nord, et de telle sorte que les Indiens étaient beaucoup moins nombreux au temps de Champlain qu'au temps de Cartier. Alors ça, c'est un argument majeur que l'on peut opposer à ceux qui affirment aujourd'hui que les Français auraient volé aux Indiens leur pays. Bon, premièrement, il n'y en avait quasiment plus d'Indiens. Et deuxièmement, ces Indiens-là n'avaient aucune notion de la propriété territoriale parce que c'était des nomades. Alors l'idée là qu'il y avait un pays, un royaume ou quoi que ce soit avec des frontières délimitées, ça n'existait pas dans leur pensée. C'était des peuples nomades qui suivaient les troupeaux. Alors donc, pour eux, que des Français arrivent et s'installent, ça ne les dérangeait pas du tout. Donc ça, c'était un des avantages de choisir Québec. Deuxièmement, c'était stratégiquement un endroit facile à défendre à cause du Cap Diamant. Québec, c'est surélevé, et avec un canon, on peut atteindre l'autre rive, avec les canons de cette époque-là. Donc, si un bateau anglais passait devant Québec, il ne pouvait pas échapper aux tirs des canons français. Québec était un endroit tellement stratégique que ça va être fortifié, en fait, même jusque dans les années 1870. Même après la guerre de sécession américaine, les Anglais avaient une très forte garnison à Québec
dans l'hypothèse où les Américains auraient envahi le Canada, à cause justement des avantages stratégiques qu'il y avait à Québec. Troisièmement, c'était près du commerce des fourrures. Les fourrures venaient essentiellement de la région des Grands Lacs et par les Grands Lacs, pour se rendre en Europe, il fallait passer devant Québec. Le Saint-Laurent ouvrait tout le continent nord-américain, non seulement les Grands Lacs, mais même le Mississippi qui descendait au sud et les autres fleuves qui allaient vers l'ouest. Et les Français étaient alliés avec les Algonquins et les Montagnais, déjà depuis le temps de leur colonie en Acadie. Par contre, il y avait des désavantages à s'installer à Québec. Le principal, c'est que le fleuve était bloqué 6 mois par année. Donc, pas de communication avec la mère patrie pendant 6 mois, ce qui va avoir des conséquences économiques considérables. En fait, le grand avantage que la Nouvelle-Angleterre avait sur la Nouvelle-France, c'est que à partir de Boston ou de New York, on pouvait communiquer avec l'Angleterre 12 mois par année. Je vous reparlerai de l'avantage économique que ça procurait aux Anglais un peu plus tard. Donc, le fleuve était bloqué l'hiver. On était loin des pêcheries. Évidemment, c'est l'Acadie qui était le grand domaine des pêcheries. Et Québec était pris entre deux entités géographiques, l'Acadie d'un côté et les Grands Lacs de l'autre. Donc, de telle sorte que pour tenir Québec, il fallait également tenir les Grands Lacs et l'Acadie. D'ailleurs, on va voir pendant que la guerre de la conquête, en 1755, que les Anglais vont d'abord prendre l'Acadie et comme ça isoler la vallée du Saint-Laurent. Donc, stratégiquement, il y avait des désavantages à être à Québec. Mais le plus grand désavantage, c'était que choisir Québec, c'était déclarer la guerre aux Iroquois. Parce qu'on n'avait pas le choix. Les Algonquins et les Iroquois étant en guerre depuis très longtemps, on ne pouvait pas être amis des deux, il fallait faire un choix, et Samuel de Champlain a choisi les Algonquins. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Iroquois, c'était la puissance dominante à ce moment-là dans le nord-est de l'Amérique. C'était les guerriers les plus redoutables, c'était les Spartiates de l'Amérique du Nord. Alors finalement, toutes les autres tribus étaient contre eux. Et notamment les tribus des Grands Lacs, qui était le territoire d'approvisionnement des fourrures. Donc, comme c'était essentiellement le commerce des fourrures qui était le fondement économique de la Nouvelle-France, mieux valait s'allier avec les Algonquins et tous les autres ennemis des Iroquois qui pouvaient nous apporter des fourrures qu'avec les Iroquois. Parce que les Iroquois, eux autres, dans leur pays, dans leur territoire, qui est dans l'actuel État de New York, il n'y avait déjà plus de fourrures depuis longtemps. Alors, les Iroquois, eux autres, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de voler les fourrures des autres pour aller les vendre aux Hollandais ou aux Anglais. Alors, on était mieux, finalement, de s'allier avec les producteurs qu'avec les voleurs. C'est pourquoi Samuel de Champlain a choisi l'alliance algonquine. En 1615, les Récollets arrivent. C'est la première communauté religieuse qui s'installe ici, des franciscains, des moines mendiants. Alors, comme la colonie n'était pas très très riche, les mendiants non plus. C'était pas très rentable. Alors, on s'est dit, on va faire venir les jésuites à la place. Eux autres, ils sont très riches. Donc, ils vont pouvoir se faire vivre eux-mêmes. Et les jésuites arrivent en 1625. On n'a pas idée de l'importance des jésuites dans notre histoire. Vraiment, là, la Nouvelle-France n'aurait pas survécu s'il n'y avait pas eu le travail des jésuites. Parce que les commerçants de fourrure qui étaient ici ne s'intéressaient pas tellement au développement de la colonie. Ceux qui s'y intéressaient, c'était les jésuites qui voulaient installer une civilisation française pour pouvoir attirer les Indiens et les évangéliser. Alors donc, finalement, c'est les jésuites qui vont toujours faire des pressions à Paris pour essayer d'obtenir l'argent ou les ressources nécessaires à la survie de la colonie. C'est également les jésuites qui vont envoyer ici Monseigneur de Laval, qui, comme je vous l'expliquerai un peu plus tard, a vraiment sauvé la Nouvelle-France à un moment critique de son histoire. Mais pendant ce temps-là, la guerre religieuse reprend en France. Non seulement la guerre religieuse, mais même c'est la guerre entre le roi et ses nobles. C'est l'époque de la Fronde. Et à cause des troubles intérieurs, la France délaisse les colonies entre 1610 et 1627. En 1627, le cardinal de Richelieu, qui était peut-être pas un saint homme, mais qui a certainement été un des plus grands politiques de l'histoire de France,
a rétabli l'ordre, a écrasé définitivement les protestants en s'emparant de leur principale place forte, La Rochelle, en 1627. Donc là, la France peut à nouveau s'intéresser aux colonies. Et Samuel de Champlain était très lié avec Richelieu. Les deux avaient vraiment une pensée coloniale en ce qui concerne le Canada. Ils vont fonder une compagnie, une entreprise privée, qu'on a appelée la Compagnie des 100 associés. Tout simplement parce qu'ils étaient 100 actionnaires au départ. Par la suite, le nombre va varier, mais la compagnie va garder son nom. Et cette compagnie, on lui donnait le monopole du Canada. Le monopole commercial, elle pouvait faire tout le commerce devait passer par elle. Elle avait un monopole des pêcheries, monopole des fourrures, tout ça. Mais, en échange, la compagnie devait amener des colons, devait défendre la colonie et aussi amener des missionnaires. Il y a une décision qui est très importante qui a été prise par le cardinal de Richelieu à ce moment-là, et c'est inclus dans la charte même de la Compagnie des 100 associés, c'est que le Canada devait désormais être peuplé de naturels François catholiques. Alors, on interdisait aux protestants de venir s'installer ici. Pourquoi? Parce que l'expérience avait démontré que installer des Français catholiques et Français protestants dans une même colonie, c'était, à plus ou moins long terme, la perte aux mains des étrangers. L'Acadie était tombée aux mains des Anglais à cause des chicanes internes, des chicanes religieuses entre Français. De la même manière, au Brésil et en Floride, les colonies françaises qui avaient été installées là-bas sont tombées entre les mains des Portugais et des Espagnols. Elles étaient incapables de se défendre à cause des querelles religieuses internes. Donc, pour régler ça, on interdit les protestants. Et d'autre part, quand on dit des naturels François, on voulait dire par là des gens qui parlaient français. Donc, il n'y aura pas en Nouvelle-France les patois qu'il y avait encore à ce moment-là en France. C'est pas qu'il n'y a pas eu des gens qui venaient de Bretagne ou qui venaient de Provence ou tout ça, mais ils étaient tellement peu nombreux qu'ils vont rapidement s'intégrer à la population qui, elle, parlait français et qui venait, du moins pour les premières générations, largement de Normandie. C'est un peu un mythe de croire que tous les Canadiens français descendent des Normands, là, ça c'est faux, mais n'empêche que l'importance des Normands dans à tout le moins les premières générations de colons était assez importante, de telle sorte que ça a eu un impact notamment sur notre accent. Il paraît que les Canadiens français et les Normands ont un accent qui se ressemble. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que peut-être que l'accent normand s'est perdu en France, mais c'est une chose que l'on disait autrefois. C'était assez bien de faire coloniser l'Amérique par des compagnies comme ça, parce que ça ne coûtait pas une scène au roi. Et puis en plus, et on pouvait utiliser la motivation des profits, la motivation commerciale pour favoriser le développement de la colonie. Mais il y avait un énorme désavantage, c'est que, premièrement, il y avait un conflit d'intérêts entre, d'un côté, les marchands de fourrure et d'un autre côté, ceux qui voulaient coloniser et évangéliser. Dans le fond, les marchands de fourrure, ce qu'ils auraient voulu, c'était simplement un comptoir commercial, laisser les Indiens tranquilles, ne pas vraiment amener de colons et simplement faire du commerce avec les Indiens. Mais le but de Samuel de Champlain, lui, c'était vraiment de fonder une société française ici en Nouvelle-France. Donc, il va toujours y avoir ce conflit d'intérêts entre, si on veut, la recherche du profit par la compagnie d'un côté et d'un autre côté, ses obligations de colonisation. Finalement, la compagnie des 100 associés ne réussira pas à vraiment amener un nombre suffisant de colons. Ils devaient en amener quelque chose comme 10 000, et ils vont en amener seulement 4 000. On verra les chiffres un peu plus loin. Et puis d'autre part, la compagnie n'avait pas les ressources financières pour assurer la défense militaire, autant contre les Indiens que contre les pirates anglo-américains. En 1629, Québec est pris. Elle est prise pour la première fois par les Anglais, en fait par les frères Kirk, qui étaient partis de Virginie.
avec 2 navires. Alors, vous voyez que ça ne prenait pas grand-chose pour conquérir le Canada dans ce temps-là. Quand les Anglais vont le conquérir en 1760, ça va plutôt être avec 50 000 hommes. Mais là, avec seulement anglais, les frères Kirk. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les frères Kirk étaient en fait les frères Kurt, K-E-R-T-H. Ce n'étaient pas des Anglais, mais des Bretons. C'était des Français protestants qui s'étaient mis au service du roi d'Angleterre pour prendre Québec. Alors, on peut voir à ce moment-là la loyauté des colons protestants si on les avait laissés s'installer ici. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse sur François-Xavier Garneau, qui est notre premier historien national, qui a écrit une histoire du Canada en 1845. Garneau était un libéral, c'était un disciple de Louis-Joseph Papineau, et il n'était pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Église catholique. En fait, il n'a d'éloge dans son histoire du Canada que pour les colonies anglo-protestantes d'Amérique du Nord et pour le système constitutionnel britannique et tout ça. Alors, lui, il reproche sévèrement à Richelieu d'avoir interdit aux protestants de s'installer au Canada. À la même époque, les protestants étaient chassés de France. Ils vont s'installer en Hollande, en Prusse, où ils vont fonder d'ailleurs la ville de Berlin. Certains d'entre eux vont s'installer en Afrique du Sud. On calcule qu'il y a eu à peu près 100 000 Français protestants qui ont quitté à ce moment-là la France. Alors, Garneau dit, mais si ces 100 000-là s'étaient installés au Canada, quelle puissante colonie on aurait formé, on aurait été bien plus apte à résister contre l'anglais. Bon, moi, personnellement, j'en doute, parce que qui est-ce qui nous dit qu'une colonie protestante au Canada aurait voulu rester loyale au roi de France? Beaucoup plus logique de croire qu'ils auraient facilement fait une alliance avec les protestants de Nouvelle-Angleterre. Et si, malgré tout, on avait été conquis, est-ce que ces protestants-là auraient été capables de préserver leur identité nationale comme l'ont fait les Canadiens français catholiques? En fait, quand on regarde les protestants de Hollande, les Français protestants de Hollande, de Prusse ou d'Afrique du Sud, ils se sont tous intégrés aux langues des pays où ils ont émigré. Ils n'ont pas montré une résistance culturelle. Alors nous, ce qui va faire notre grande force après la conquête, c'est que la défense de notre langue était tellement liée à la défense de notre foi que ça devenait une question de vie ou de mort, et de vie ou de mort éternelle, que de sauver notre langue. Donc, je ne suis pas sûr qu'avec une colonie protestante, malgré ce qu'en pense François-Xavier Garneau, je ne suis pas sûr qu'on aurait, premièrement, mieux résisté aux Anglais, et deuxièmement, qu'on aurait mieux résisté aux tentatives d'assimilation si on était, malgré tout, tombé dans l'Empire britannique. Mais, donc, le Canada français meurt, il est presque, on peut dire, mort-né, en 1629. Mais heureusement, en 1632, il y a un traité qui met fin à diverses guerres en Europe, le traité de Saint-Germain-en-Laye, et le Canada retourne à la France. Le Canada et l'Acadie retournent à la France. Donc, c'est la première, disons, survivance providentielle du Canada français. En 1635, Samuel de Champlain meurt, et avec lui, il faut dire que le projet de colonie de Québec a pas mal dépéri. Sans Samuel de Champlain, ben là, ceux qui menaient, c'était uniquement les marchands de fourrure, et comme je vous ai expliqué, ils étaient peu intéressés à coloniser sérieusement le pays. Mais malgré tout, on avait réussi à jeter sur les bords du Saint-Laurent une population, c'est la génération de l'enracinement. Mais la France délaisse encore une fois les colonies, et pourtant, de 1635 à 1663, on va assister peut-être à l'époque la plus brillante de notre histoire. Une époque que l'on peut qualifier d'épopée mystique, parce qu'il s'agit de l'époque de la fondation de Montréal. Alors, ce n'est pas parce que je fais ma conférence ici à Montréal que je dis ça, mais il est quand même certain que la fondation de Montréal a quelque chose de supérieur sur la fondation de Québec. La colonie de Québec, ça a été une entreprise d'abord d'esprit commercial, religieuse aussi, mais surtout commercial et militaire.
C'est pour des raisons commerciales et militaires qu'on s'est installé à Québec. À Montréal, on va s'installer dans cet endroit de fou, cet endroit extrêmement dangereux, pour un motif exclusivement religieux. En 1632, les Jésuites, qui, eux, contrairement au roi de France, n'avaient pas laissé tomber la colonie, commencent à publier les Relations. Alors ça a joué un rôle très important dans notre histoire, parce que c'était une lettre, en fait, ou un livre, si on veut, qui était publié à chaque année en France et qui racontait la vie en Nouvelle-France. Et plusieurs grandes figures qui vont venir chez nous, comme par exemple Marie de l'Incarnation, va être sensibilisée au Canada par les Relations des Jésuites. Un autre individu très exceptionnel qui va être sensibilisé au Canada par les Relations des Jésuites, c'est Jérôme Le Royer de la Dauversière. Jérôme Le Royer de la Dauversière est maintenant béatifié. Alors donc, c'est un bienheureux. Son procès avait été entrepris il y a déjà longtemps, je pense que ça avait été commencé en 1920, et puis ça allait aboutir il y a peut-être une dizaine d'années. Alors Jérôme de la Dauversière, en 1635, a eu une vision du ciel. Le Christ lui est apparu, et c'est une vision qui est bel et bien authentifiée par l'Église. Là. Il ne s'agit pas d'une apparition discutable. Là. Il s'agit d'une apparition qui a été approuvée. Et lors de cette vision, le Christ lui a demandé de fonder une colonie à Montréal pour évangéliser les Indiens. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette ville dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le bon Dieu lui-même qui a demandé à ce qu'elle soit fondée. C'est donc qu'elle joue dans son plan un rôle exceptionnel, un rôle très important. Certes, tout est providentiel. La Fondation de Québec aussi est providentielle. Le bon Dieu a permis qu'elle se fasse, donc ça joue un rôle dans son plan. Mais Montréal, c'est encore plus fort parce que c'était sur une demande express. Pour jouer un rôle bien précis, évangéliser les Indiens. Est-ce qu'on a réussi à évangéliser les Indiens? La réponse est non. Donc, pourquoi le bon Dieu a-t-il voulu que Montréal soit fondée? Le grand rôle que cette ville est appelée à jouer est-il dans le passé ou ne serait-il pas dans l'avenir? En fait, c'est une question que l'on peut se poser. Quoi qu'il en soit, Jérôme Le Royer de la Dauversière fonde en 1639 une société qu'on appelle la Société Notre-Dame de Montréal. C'est une compagnie, en fait une compagnie privée qui a pour but de fonder une colonie à Montréal. Parmi les fondateurs, il y avait entre autres Jacques Ollier, un autre béatifié. Jacques, je m'excuse plutôt, c'est Jean-Jacques Ollier, qui est le fondateur des Sulpiciens. Les Sulpiciens vont jouer un rôle très important à Montréal. Donc, on a quand même deux bienheureux qui sont à l'origine de la fondation de Montréal. Et cette Société Notre-Dame de Montréal était appuyée par des gens qui étaient membres de la Société du Saint-Sacrement, qui était à ce moment-là une espèce de société secrète, ou du moins très discrète, qui réunissait en France des gens très influents, qui s'étaient donné pour mission de défendre la religion. Alors, ces gens-là avaient des entrées à la cour, ils avaient beaucoup de contacts, beaucoup d'influence. Donc, la Société Notre-Dame de Montréal va s'appuyer sur des appuis politiques très solides et aussi sur des ressources financières considérables. Mais encore fallait-il qu'il y ait un chef pour fonder cette colonie. Jérôme Le Royer lui-même ne voulait pas venir parce qu'il préférait rester à Paris pour défendre le projet et obtenir les ressources, obtenir le soutien nécessaire. Il va donc choisir un jeune officier noble, un jeune noble qui avait servi dans les armées du roi de France, en Hollande entre autres, et en Allemagne et aussi ailleurs. Il s'agit de Paul Chaumédé de Maisonneuve. Alors, ce personnage, Paul Chaumédé de Maisonneuve, est définitivement exceptionnel dans notre histoire. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié. On ne sait pas trop pourquoi. Aurait-il fait des vœux privés? Se serait-il consacré à Dieu par des vœux privés? C'est peut-être pas impossible. On connaît assez peu de choses de sa vie privée parce qu'il était très discret. Lorsqu'il écrivait, il a écrit beaucoup, mais il racontait l'histoire de Montréal et jamais tellement l'histoire de sa vie.
Je me demande si il n'y aurait pas lieu, un de ces jours, d'ouvrir un procès, d'ouvrir une enquête en canonisation pour Monsieur de Maisonneuve. Je pense qu'il y a dans sa vie des choses qui ressemblent à la vie d'un saint. Notamment, entre autres, les persécutions qu'il a subies à la fin de sa vie. Monsieur de Maisonneuve va être démis de son poste de gouverneur de Montréal. Il va mourir en France, pauvre, complètement isolé, dans l'oubli. Son projet de grande colonie mystique va, à toute fin pratique, échouer. Alors, on dirait que comme le bon Dieu fait souvent pour bien des saints, les saints voient, avant la fin de leur vie, voient l'échec de leur entreprise humaine. Question de leur montrer que rien ne peut être solidement fondé que sur des forces divines. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une question à approfondir. Une autre personne remarquable dans la Fondation de Montréal, c'est Jeanne Mance. Alors, Jeanne Mance qui va fonder le premier hôpital de Montréal, qui était presque le bras droit de M. de Maisonneuve. Elle, Jeanne Mance, on a fait un procès en béatification, mais on n'a pas recommandé sa béatification. Il semble, en fait, c'est ce que l'archiviste du diocèse de Québec m'avait raconté, il semble qu'on a jugé qu'elle avait un caractère un peu trop fort, si on peut dire, en fait qu'elle avait certaines sautes d'humeur, qui fait en sorte que, bon, je ne dirais pas que c'était pas une sainte, c'était certainement une sainte, et elle est sûrement au ciel aujourd'hui, mais c'est peut-être pas quelqu'un qu'il faut présenter en modèle aux autres fidèles. Il y avait quelques petits défauts dans sa personnalité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne tout à fait remarquable. Et la troisième personne tout à fait remarquable de la Fondation de Montréal, c'est Marguerite Bourgeois, qui, elle, a été canonisée. À part les saints martyrs canadiens, là, c'est la seule sainte que l'on a dans notre histoire. À part de ça, on a plusieurs autres bienheureux, mais pour ce qui est de la sainteté, là, de la canonisation, il n'y a rien que Marguerite Bourgeois. Alors, elle va fonder la première école pour les Indiens à Montréal, là, pour les petites Indiennes, et elle va fonder une communauté religieuse qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la Congrégation Notre-Dame. En 1641, donc, Maisonneuve arrive avec toute sa troupe. Il y a 54 hommes et 4 femmes. Alors, il arrive à Québec, et là, il annonce au gouverneur Montmagny qu'il veut s'installer à Montréal. Montmagny lui dit qu'il est carrément fou. Pourquoi? Parce que Montréal, c'est le territoire des Iroquois. En fait, les Indiens algonquins qui étaient là au temps de Cartier, et aussi, je pense qu'il en restait encore au temps de Samuel de Champlain, maintenant avaient vraiment quitté Montréal, avaient vraiment quitté l'île de Montréal. Il n'y avait plus personne qui est resté sur l'île de Montréal, parce qu'à chaque été, les Iroquois, ils venaient et faisaient des razzias. Ils retournaient dans l'État de New York l'hiver, mais les Iroquois considéraient Montréal comme étant leur territoire, maintenant. Alors donc, c'était très, très dangereux, d'autant plus qu'à Montréal, contrairement à Québec, il n'y a pas de protection naturelle. C'est un territoire très ouvert parce que il y a plusieurs rivières qui permettent d'arriver sur l'île de différentes façons. Et c'est assez difficile à défendre. D'ailleurs, un peu plus tard, je vous en parlerai dans la deuxième conférence, il y a eu à un certain moment donné ce qu'on a appelé dans le fameux massacre de la Chine. Vous avez certainement vu ça dans vos livres d'histoire de la petite école. Alors, ce qui était arrivé dans le massacre de la Chine, c'était que les Iroquois, par un temps très couvert, avaient débarqué sur l'île de Montréal, mais en passant par la rivière des Prairies. De telle sorte, donc entre l'île Jésus, là, Laval actuellement, et puis Montréal. Et il avait pu traverser le bois, traverser le Mont-Royal, et tomber sur les postes français sans qu'on puisse les identifier. Alors bon, disons que le gouverneur avait un peu dormi au travail à ce moment-là. D'ailleurs, il a été démis de ses fonctions tout de suite après. Mais n'empêche que ça montre à quel point Montréal était un endroit difficilement défendable. Alors donc, Montmagny dit à Maisonneuve qu'il serait beaucoup mieux, s'il veut s'installer sur une île, qu'il s'installe à l'île d'Orléans. Alors c'est là que M. de Maisonneuve avait eu cette remarquable réponse. Il avait dit au gouverneur Montmagny, il dit « Je ne suis pas venu pour délibérer, mais pour exécuter. » Montréal, c'est le point qui ouvre vers les Grands Lacs. En fait, si des canots chargés de fourrure veulent se rendre à Québec, il faut absolument qu'ils arrêtent à Montréal.
à cause des rapides. Alors donc, puis on va le voir par la suite, là, Montréal va être vraiment le centre économique de la Nouvelle-France à cause de cet endroit-là très, très stratégique pour le commerce des fourrures. Par contre, c'est Québec qui va toujours être la principale force, la principale place forte sur le plan militaire. En fait, on peut dire que Québec, c'est la tête du Canada français, alors que Montréal en est le cœur. La société qui va être installée ici, à Ville-Marie, va être une société modèle. C'était, sinon tous des saints, mais en tout cas des gens qui avaient une moralité supérieure. Il n'y avait pas ces espèces d'aventuriers, de trafiquants de fourrure, de gens qui, sans scrupules, qui vendaient de l'alcool aux Indiens ou qui leur donnaient des armes en échange de peaux de fourrure. Ça, à Montréal, on n'aura pas ça. C'était vraiment une société qu'on voulait être modèle pour inciter les Indiens à se convertir au christianisme. Donc, le climat va être tout à fait différent de ce que c'était à Québec. En 1657, les Sulpiciens arrivent et ils vont jouer un rôle très, très considérable dans l'histoire de Montréal par la suite. Montréal, c'était aux Sulpiciens, Québec, c'était les Jésuites. Et ces deux communautés-là ne se sont jamais vraiment aimées. Une des raisons, c'est peut-être qu'ils étaient dans le même domaine, notamment dans le domaine de l'éducation. Mais il va toujours y avoir des conflits entre Sulpiciens et Jésuites dans notre histoire. Malheureusement, l'expérience de Ville-Marie ne sera pas continuée. En fait, lorsque, en 1663, le roi de France va prendre personnellement le contrôle de la colonie, c'est l'esprit des marchands de fourrure et l'esprit des militaires qui va l'emporter. Et à ce moment-là, la moralité de Ville-Marie va tomber. Quand on lit, par exemple, la correspondance de Marguerite Bourgeois est morte en 1701. Donc, elle a connu toute l'évolution de Ville-Marie après le départ de Maisonneuve, et elle se désespérait de l'immoralité qui régnait dans la ville. Évidemment, inutile de dire qu'est-ce qu'elle dirait de Montréal d'aujourd'hui. Ce sera autre chose. Mais le projet de colonie mystique ne donnera pas les fruits espérés. D'ailleurs, on peut le voir dans le nom même. Progressivement, le nom de Ville-Marie va disparaître, et puis c'est le nom de Montréal qui va l'emporter. Donc, l'aspect religieux a été chassé par l'aspect économique. Le castor va l'emporter sur la croix. On n'a pas pu évangéliser les Indiens, eh bien, il faudra les combattre. Je vais maintenant vous parler des fameuses guerres iroquoises. Les Iroquois, comme je vous ai expliqué, c'était le peuple dominant pour tout le nord-est de l'Amérique. S'il n'y avait pas eu l'arrivée des Français, ils auraient probablement constitué un empire qui aurait été considérable dans les conditions de l'époque. Alors donc, les autres tribus indiennes qui se sentaient menacées par les Iroquois vont être très contents de s'allier avec une puissance, celle du roi de France, pour lutter contre les Iroquois. Encore une fois, c'est un argument qu'on peut opposer à ceux qui nous disent aujourd'hui que nous avons volé le pays aux Indiens. Alors c'est faux parce que les Indiens ont accueilli les Français à bras ouverts. Pourquoi? Pour les défendre contre les Iroquois. Même qu'en 1671, il va y avoir une grande réunion de tous les chefs des tribus indiennes du centre de l'Amérique, quelque part dans un endroit qui se trouve actuellement aux États-Unis, dans l'État du Michigan. Et il y a eu une alliance qui a été faite officiellement entre les représentants du roi de France et les chefs de tribus indiennes. Et dans cette alliance-là, les chefs indiens reconnaissaient le roi de France comme étant leur souverain. Alors donc, on ne peut pas dire que on a volé aux Indiens leur pays, puisqu'ils ont volontairement accepté de rentrer sous la couronne française.
Et ils y avaient beaucoup d'intérêt parce que ils pouvaient vendre les fourrures aux Indiens, aux Français, d'un côté, et d'autre part, les Français n'étaient pas assez nombreux pour occuper tout le territoire. Les Français peuplaient la vallée du Saint-Laurent et s'en tenaient là. Tout l'ouest, ils ne touchaient pas à ce territoire-là. Donc les Indiens restaient maîtres chez eux. Ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même genre de relation avec les Anglais de Nouvelle-Angleterre, qui vont devenir plus tard les Américains, parce que quand les Américains vont arriver vers l'ouest, eux autres, ils vont vraiment chasser, sinon même exterminer les Indiens. Mais les Français, étant donné qu'ils étaient peu nombreux, étant donné qu'ils s'intéressaient surtout au commerce de la fourrure plus qu'à l'occupation de territoires agricoles, à ce moment-là, l'alliance franco-indienne était très avantageuse pour les Indiens. La cause des guerres iroquoises, c'est le contrôle du commerce des fourrures. C'est une guerre commerciale. Ce n'est pas une guerre de territoire. Il ne faut pas imaginer que ces guerres-là auraient été une résistance de la part des Indiens contre l'envahisseur blanc. Ça encore, c'est une espèce de mythe que les propagandistes anti-occidentaux essaient de répandre aujourd'hui. De présenter les guerres indiennes comme étant des espèces de guerres de résistance nationale contre un envahisseur étranger. C'est pas vrai, les Iroquois ne se préoccupaient à peu près pas de territoire, ils se préoccupaient essentiellement de commerce des fourrures. Donc ce qui les intéressait, eux autres, c'était de contrôler les rivières pour empêcher les autres tribus d'amener les fourrures à Montréal. L'Alliance française s'est faite dès le début, dès la fondation de Québec. Je vous l'ai expliqué, en choisissant de s'installer à Québec, au milieu des Algonquins. Champlain avait déjà fait le choix, la France serait alliée des Algonquins et ennemie des Iroquois. Et dès 1609, un an après la fondation de Québec, Samuel de Champlain se bat contre des Iroquois avec des Algonquins. Alors c'est la première fois que les Iroquois ont entendu le son d'une arquebuse. Alors tout de suite, ça les a fait fuir. Champlain a réussi à tuer 3 Iroquois. Alors la bataille a été gagnée. Mais disons que les arquebuses françaises n'ont pas fait peur aux Iroquois bien longtemps. Parce que les Iroquois, eux autres aussi, avaient des fusils. Les Hollandais vont s'installer à New York, sur l'île de Manhattan. Donc, ils ont appelé ça Nouvelle-Amsterdam. Un peu plus tard, en 1664. Ils s'installent à New York en 1626. Un peu plus tard, en 1664, ils vont vendre l'île aux Anglais. C'est là que New Amsterdam va devenir New York. Les Hollandais avaient également un autre poste important à Albany, dans l'actuel État de New York. Alors Albany, qui est la capitale de l'État de New York, c'est pas tellement loin de Montréal, c'est au sud du lac Champlain. Alors les Hollandais étaient là, et ça c'était leur poste de commerce de fourrure. Alors les Algonquins, les Hurons et toutes les autres tribus allaient vendre leur fourrure à Montréal, aux Français. Les Iroquois, eux autres, quand ils avaient réussi à en voler, ils allaient la vendre aux Hollandais à Albany. Alors les Hollandais ne se gêneront pas pour fournir les Iroquois en fusils et aussi en alcool. D'ailleurs, les protestants n'avaient aucune hésitation à vendre de l'alcool aux Indiens, alors que les Français ici vont toujours avoir à supporter les remontrances des évêques, et plus particulièrement de Monseigneur de Laval. Même que certains gouverneurs vont interdire à un moment donné la vente d'alcool aux Indiens. Alors, on sait l'effet très néfaste qu'a eu la consommation d'alcool dans les sociétés amérindiennes. Pour des raisons qui semblent être physiologiques, les Indiens supportent moins l'alcool que les Blancs. Donc, ils peuvent plus facilement développer une dépendance. Et c'était un problème majeur dans les tribus indiennes. Tout le travail d'évangélisation qui était fait par les missionnaires était réduit à néant à cause du problème de l'alcool. Essayez donc d'aller prêcher l'Évangile à quelqu'un qui est tout le temps sous. Ben, c'est impossible. Et puis les missionnaires auront beau, puis l'évêque de Québec aura beau essayer d'obtenir du roi des ordonnances contre la vente d'alcool. Il va obtenir des ordonnances, mais celles-ci ne seront jamais vraiment appliquées. Vous savez, quand on est dans un pays qui est composé, qui est aussi grand que le Québec et qui a autant de bois et tout ça, vous avez beau passer des lois à Paris,
le temps qu'ils vont être appliqués ici, ça va être long. Alors, bref, les Iroquois vont réussir finalement à chasser les Français et leurs alliés Hurons des Grands Lacs aux alentours de 1615. Donc, toujours pas longtemps après la fondation de Québec, déjà, les Franco-Hurons sont en retraite. Il va y avoir 3 grandes guerres franco-iroquoises. La première va de 1641 à 1645, la deuxième de 1648 à 1653 et la troisième de 1658 à 1667. Quand on parle de guerre, là, essayez pas de vous imaginer quelque chose comme la bataille de Verdun en 1916. Là. C'est vraiment de la petite guérilla. Et puis, quand il y avait 3-4 morts d'un côté ou 3-4 morts de l'autre, souvent, on arrêtait les hostilités, on rentrait chez soi, puis on reprenait ça l'été suivant. Et les guerres indiennes, c'était souvent des règlements de compte personnels. C'était le chef de bande de telle tribu qui en voulait au chef de bande de telle autre tribu. Alors, il allait, puis s'il y avait la peau du chef de bande, ben là, après, il faisait une alliance avec l'autre tribu. Puis ça arrivait souvent quand, par exemple, il y avait une bataille entre 2 bandes. Il y en avait une des 2 qui se rendait. Eh bien, souvent, celle qui se rendait s'intégrait à la bande ennemie. Alors, ils étaient adoptés. Donc, des Hurons, par exemple, se rendaient aux Iroquois. Ben, ils devenaient des Iroquois, puis après, ils se battaient avec les Iroquois contre d'autres Hurons, qu'eux autres étaient même formés d'anciens Iroquois qui s'étaient rendus. Bon. Alors, ça ressemble pas tellement aux guerres modernes, ça ressemblerait plutôt aux guerres de gang entre motards aujourd'hui, là. Mais n'empêche que pour la petite population de l'époque, petite population française, c'était quand même quelque chose de très important. En fait, on calcule qu'il y a à peu près un Français sur 10 qui est mort lors de ces guerres amérindiennes. Et évidemment, c'était plus souvent des hommes jeunes, donc c'était assez dévastateur malgré tout. Pendant cette guerre-là, il va y avoir les épisodes des Saints Martyrs canadiens, que vous connaissez certainement. En fait, il va y avoir plusieurs martyrs à différents endroits. En 1648, il va y avoir la destruction de la Huronie. Les Hurons, c'était des Iroquois, en fait, mais c'était une tribu dissident d'Iroquois, qu'eux autres s'étaient alliés aux Français. Et à Sault-Sainte-Marie, dans l'actuelle province d'Ontario, les Jésuites avaient installé une réduction. Ce qu'on appelle une réduction, c'était en fait un endroit où on essayait de sédentariser les Indiens pour également les évangéliser. On voulait les civiliser en leur apprenant l'agriculture, en leur apprenant à construire des maisons de type européen, en leur apprenant l'hygiène, etc. Et on voulait en même temps les évangéliser. Les Jésuites vont installer, par exemple, une fameuse réduction à Sillery à Québec. L'ancienne Lorette aussi était une réduction huronne, parce que quand la Huronie va être détruite en Ontario, ils vont se réfugier à Québec. Alors bref, en 1648, les Iroquois ont complètement exterminé le peuple huron. Ce peuple huron, exterminé, entendons-nous, ça ne veut pas dire que tous les Hurons ont été tués, là, parce que, comme je vous expliquais, beaucoup ont pu s'intégrer aux Iroquois, mais comme tel, en tant que tribu, les Hurons vont disparaître, sauf le petit résidu qui va se réfugier à l'ancienne Lorette, près de Québec. En 1660, il y a l'exploit de Dollard des Ormeaux au Lonceau. Alors là, il faut que je prenne quelques minutes pour vous parler de ça un peu plus en détail, parce que c'est un sujet qui soulève encore beaucoup de controverses, sinon parmi les historiens, parce que pour les historiens, je pense que l'affaire est réglée, mais dans l'opinion générale. Dollard des Ormeaux était-il un héros ou un bandit? Alors voici ce qui arrive. On est en 1660, les Iroquois contrôlent à peu près tout le pays, et ils contrôlent surtout la rivière de l'Outaouais, c'est-à-dire la rivière qui passe devant Ottawa aujourd'hui. Parce que c'est par la rivière de l'Outaouais que les tribus alliées des Français amenaient chaque année les fourrures à Montréal. Sauf que depuis 3 ans, il n'y avait plus de fourrures qui arrivaient à Montréal parce que à chaque été, les Iroquois contrôlaient cette rivière.
Alors, c'était catastrophique parce que le commerce des fourrures, c'était ce qui permettait à la colonie de vivre. De telle sorte qu'on pense, à un certain moment, tout simplement abandonner Montréal et même, éventuellement, abandonner Québec. Sauf que pendant ce temps-là, il y avait un célèbre coureur des bois français, deux célèbres coureurs des bois français, Pierre Radisson et Desgroseilliers, qui étaient dans l'Ouest canadien et qui amenaient finalement un groupe d'Indiens avec beaucoup de fourrures. On savait qu'ils devaient passer sur la rivière Outaouais à l'été 1660 et les Iroquois le savaient. Alors, ils les attendaient de pied ferme. Alors, voici ce que Dollard des Ormeaux a décidé de faire. Dollard des Ormeaux, c'était un jeune noble français de très petite noblesse. Son nom, c'était Adam Dollard des Ormeaux. Donc, le nom de famille, c'est Dollard. Et le nom de noblesse, c'est des Ormeaux. Il avait servi dans les armées du roi de France, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il s'était peut-être fait des ennemis là-bas. En tout cas, bref, il a décidé de quitter pour s'en venir au Canada. Alors, certains historiens ont dit, ah, voyez, c'était un homme de mauvaise vie, peut-être qu'il s'était battu en duel, peut-être qu'il avait des dettes, peut-être, bon, etc., etc. Il y a peu de chances que M. de Maisonneuve ait accepté quelqu'un qui n'était pas de mœurs irréprochables à Montréal. D'autant plus que, lorsque Dollard des Ormeaux arrive, on lui confie tout de suite un poste de commandement. Donc, il avait une certaine expérience militaire. Il était très jeune, par exemple, il avait à peu près 25 ans. Alors, Dollard des Ormeaux décide d'aller tendre une embuscade aux Iroquois sur la rivière Outaouais. Il part avec 16 compagnons, donc ils sont 17 Français. Cette opération avait été permise par M. de Maisonneuve. Certains qui voulaient discréditer Dollard des Ormeaux ont dit que c'était une entreprise finalement de pillage, que les Français s'étaient installés pour essayer d'aller voler les fourrures des Iroquois. En réalité, les Iroquois n'avaient pas de fourrure pantoute, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu voler. D'autre part, les Iroquois étaient 700, puis les Français étaient 17, alors toute une entreprise de vol. Mais tout ça est faux parce qu'on sait par des écrits très, très fiables, notamment des écrits qui viennent de Marie de l'Incarnation, que M. de Maisonneuve avait permis cette opération, avait permis à Dollard de quitter Montréal, parce que déjà depuis plusieurs années, M. de Maisonneuve interdisait à tout Français de sortir des murs de Ville-Marie. Et tout Français qui avait plus de 13 ans devait porter une arme en tout temps. Alors, ça vous donne un peu le climat à ce moment-là de Montréal. Vraiment, là, on pouvait se faire massacrer presque n'importe quand, du moins pendant l'été. L'hiver, on avait un peu plus la paix, là. Alors, toujours est-il que Dollard des Ormeaux décide de s'installer au Long-Sault. Le Long-Sault, c'est c'est près de la ville actuelle de Carillon, et c'est sur la rive nord de l'Outaouais. Certains historiens ont prétendu qu'en réalité, c'était installé sur la rive sud, donc sur le côté ontarien. Alors là, ça soulève une controverse si Dollard des Ormeaux, grand héros canadien-français, avait accompli son exploit du côté de l'Ontario, où ça change toute notre vision des choses. Bon, enfin, pour moi, ça change pas grand-chose. Mais, enfin, traditionnellement, on pense que c'était sur la rive nord de l'Outaouais. Mais ce qui était plus important, c'était qu'il s'installe dans un petit fortin près d'un endroit où il y a des rapides. De telle sorte que les canaux iroquois qui devaient passer par là devaient passer très près de la rive et devaient passer à la queue leu-leu. Et on ne pouvait pas arriver avec 7-8 canaux là, de front, donc ils devaient arriver par petits groupes. Alors l'idée, c'était de se dire, bon, le premier canot va arriver, va être seul, on va le descendre. Ensuite, le deuxième va arriver, il ne sera pas au courant que le premier s'est fait descendre, on va le descendre. Et puis comme ça, quand on aura eu peut-être 3, 4, 10 canots, évidemment, là, les Iroquois vont être au courant qu'il y a une embuscade, mais on aura eu le temps de se sauver avant qu'ils se rassemblent et qu'ils réussissent à nous sauter dessus. Dollard n'était pas seul, Dollard et les Français n'étaient pas seuls là-dedans, il y avait une quarantaine de Hurons qui se sont joints à eux, dont entre autres le chef Anatona, qui était un vieux routier de la guerre amérindienne et qui avait fait la vie dure aux Iroquois pendant plusieurs années. Alors, lui, Anatona, avait un autre objectif, lui, dans le fond, il voulait régler des vieux comptes avec les Iroquois.
C'était pas tellement pour sauver Ville-Marie, là, mais disons que lui et Dollard, finalement, s'entendaient parce qu'il y avait un ennemi commun. Toujours est-il que la stratégie était très bien pensée. D'ailleurs, quelqu'un comme Pierre Radisson, qui était un grand expert de la guerre amérindienne, disait que stratégiquement, Dollard des Ormeaux avait vraiment fait ce qui était le mieux. Sauf que ça ne marchera pas parce que avant que les Français aient installé leur phare, leur fortin au Lonceau, il y avait des éclaireurs iroquois qui vont les avoir identifiés. Alors, ils leur tirent dessus, et puis là, les Français sont obligés d'aller se réfugier dans le phare. Et en courant, ils laissent les seaux d'eau. Ils étaient à la rivière en train d'aller chercher de l'eau. Alors, ils laissent l'eau, évidemment, pour aller se réfugier dans le phare, de telle sorte que les Français et les Hurons vont être pris dans le phare sans eau. Pendant une semaine, ils vont tenir là, mais ils ne pouvaient même pas manger parce que leur farine, avec laquelle ils auraient fait du pain, ils ne pouvaient pas en faire du pain, il n'y avait pas d'eau. Ils vont essayer de creuser pour trouver de l'eau, mais finalement, il y avait à peu près rien. Alors là, c'était une avant-garde iroquoise d'environ 200 hommes qui étaient là. Le gros de l'armée iroquoise, c'était 700 hommes, mais les autres étaient beaucoup plus loin. Alors là, il y a des négociations qui se font, d'abord, et les négociations se font surtout entre les Hurons et les Iroquois. Les Iroquois disent aux Hurons, venez-vous-en avec nous, on va vous intégrer et tout ça. Et effectivement, il y a à peu près la moitié des Hurons qui ont quitté. Qui ont passé dans le camp iroquois. Mal leur en pris parce que plusieurs d'entre eux vont mourir sous la torture un peu plus tard. Le propre neveu du chef Anatona, du chef huron Anatona, a fui et Anatona lui a tiré dessus pendant sa fuite. Lui, de toute façon, Anatona, il n'était pas intéressé à se rendre, il savait très bien que son cas était réglé. Quoi qu'il en soit, l'avant-garde va commencer l'attaque, espérant s'emparer du fort, et puis lorsque les autres Iroquois arriveraient, là, on pourrait dire, voyez ce qu'on a réussi, on est meilleur, etc. Mais ça fonctionnera pas parce que les Français vont leur tenir tête pendant environ une semaine. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, parce que les témoignages, finalement, qu'on en a, ce sont de la part des Hurons fuyards, des Hurons qui ont trahi. Alors donc, leur témoignage est un peu suspect. Il n'y a aucun Français qui a survécu. Et d'autre part, on n'a pas beaucoup de témoignages venant des Iroquois, sauf un dont je vais vous parler tantôt. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'au bout de 8 jours, là, toute l'armée iroquoise était rendue là et ils vont réussir à s'emparer du fortin. Il y a eu le fameux épisode du baril de poudre qu'on a illustré dans de nombreuses peintures puis dans de nombreux manuels scolaires. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, les Français n'avaient plus de munitions, n'avaient plus de balles. Alors donc, ils vont prendre le peu de poudre qui leur restait, vont mettre ça dans un baril et vont le jeter par-dessus la palissade sur les Iroquois. Sauf que une branche va bloquer le baril, de telle sorte que le baril va retomber à l'intérieur du fort français. C'est que le fort était au milieu du boisé, là, je veux dire, il était assez camouflé, puis c'était un petit fortin de fortune, là, alors donc, il n'y a pas un grand terrain libre devant. Alors bref, ce baril de poudre va exploser, ou s'il n'explose pas, tout le moins, va répandre le feu, et de telle sorte que les Iroquois vont pouvoir passer par la palissade, et à ce moment-là, tous les Français vont être tués. Dollard des Ormeaux lui-même va périr sous un coup de tomahawk, selon le témoignage d'un des Hurons qui va survivre, et quelques Français vont être faits prisonniers et vont mourir sous la torture par la suite. Quelques Hurons qui avaient été torturés vont réussir à s'évader et revenir à Montréal où ils vont raconter l'histoire qui a été, entre autres, consignée par écrit, notamment par Marie de l'Incarnation. Mais pourtant, l'exploit de Dollard des Ormeaux a été une victoire, parce que quelques mois ou quelques semaines après, Pierre Radisson et Desgroseilliers arrivent avec les Indiens alliés, passent devant le Lonceau, ils voient le fort qui est détruit, ils savent, ou du moins ils se doutent, qu'il y a eu une bataille là, mais il n'y a plus aucun Iroquois. De telle sorte qu'ils vont pouvoir se rendre sans problème à Ville-Marie, vendre leur fourrure, de telle sorte que là, la colonie
pouvaient avoir les ressources financières pour vivre encore quelques années. Pourquoi les Iroquois avaient-ils quitté? Selon ce qu'on lit dans la plupart de nos livres d'histoire, c'est qu'ils avaient subi tellement de pertes, voyant la résistance de 17 Français, qu'ils se sont dit, s'il faut qu'on aille prendre Montréal, alors qu'à Montréal, il y a des fortifications de pierre et qui sont beaucoup plus nombreux, on ne réussira jamais. Donc, ils ont été découragés, ils ont préféré retourner dans leur pays. Ils étaient 700, les Iroquois. Hein? Alors, rien que pour vous donner une idée, la ville de Ville-Marie, Montréal, avait à ce moment-là 350 habitants, y compris les femmes et les enfants. Alors 700, c'était quelque chose d'énorme là, dans les conditions. Bon, sauf que les Iroquois ont-ils eu autant de pertes que ce qu'on raconte? Il y a un document hollandais qui nous est parvenu de New Amsterdam qui raconte l'histoire, mais du point de vue des Iroquois. Et les Iroquois prétendaient n'avoir perdu que 20 hommes dans cette bataille-là. Donc, il y avait 17 Français, une vingtaine ou peut-être une dizaine de Hurons qui étaient restés. Donc, les Iroquois auraient eu finalement à peu près le même nombre de pertes que leurs alliés, que leurs ennemis, je m'excuse. Cependant, le document est plus ou moins crédible parce qu'il dit également qu'il y avait une centaine de Hurons dans le fort, alors qu'en réalité, il y en avait 40, dont une trentaine a fui. Alors donc, les Iroquois ont un peu augmenté le nombre de leurs ennemis. Il est possible qu'il ait pu également diminuer le nombre de leurs pertes. Mais de toute façon, même s'il y avait eu 20 hommes, comme je vous dis, pour eux, c'était beaucoup, parce que les Indiens n'étaient pas très endurants à la guerre. Dès qu'il y avait un peu de pertes, là, ils reculaient. Donc, il est possible, en fait, que les Iroquois, il est même fort probable que les Iroquois aient considéré la bataille du Lonceau comme étant une brillante victoire de leur part. Et ayant eu cette brillante victoire, ils sont rentrés chez eux en disant, là, on a fait notre guerre pour l'été, on va pouvoir s'en vanter pendant tout l'hiver. Donc, mission accomplie. Mais si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est quand même un succès du point de vue français. C'est peut-être pas une grande victoire militaire, c'est même plutôt une défaite militaire, mais c'est quand même une victoire sur le plan économique parce que ça a permis l'approvisionnement en fourrure de Ville-Marie et donc ça a permis à la colonie de continuer. C'est du moins ce que raconte Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation dit que les Iroquois étaient tellement satisfaits de leur victoire qu'ils sont retournés tout de suite dans leur pays et que le sacrifice des Français aura permis de sauver quand même la colonie grâce à l'arrivée des Indiens alliés et des fourrures qu'ils apportaient. Alors je pense que l'histoire du Lonceau, avec ce qu'on peut en savoir, avec le peu de documents, il n'y a pas beaucoup de documents qui nous informent là-dessus. Il y a 7 documents français et un seul document hollandais. Mais avec ce qu'on peut en savoir, c'est à peu près ça qui s'est passé. Dans les années 1960, quand il y a eu notre sinistre révolution tranquille au Québec, on a tout fait pour discréditer notre passé. Et un des personnages à qui on s'est attaqué particulièrement, c'était Dollard des Ormeaux. Alors, on a raconté que c'était une bande de jeunes qui s'étaient enivrés, puis qui avaient décidé d'aller voler les Iroquois, puis qui s'étaient fait prendre à leur jeu. On a dit que le baril de poudre avait sauté au visage de Dollard des Ormeaux parce qu'il était trop chaud ou quoi que ce soit. Bon, mais tout ça, c'est de la foutaise. En fait, ça résiste pas du tout à aucun des documents. Tout le monde est unanime. Dollard des Ormeaux a accompli un exploit et son exploit a sauvé la colonie. Bon, il est possible que dans certains de nos livres d'histoire et surtout des manuels pour les enfants, on a un petit peu gonflé l'exploit du Lonceau. Peut-être que c'est peut-être pas des centaines d'Iroquois qui ont péri là, c'est peut-être quelques dizaines. Mais malgré tout, c'est un succès considérable. Sauf que ça ne mettait pas un terme à la menace iroquoise. La menace iroquoise était toujours aussi pressante, de telle sorte qu'il faudra une intervention directe du roi de France pour finalement rétablir la situation militaire. Cette intervention du roi de France, je vais vous en parler lors de la prochaine conférence. Maintenant, si l'on peut établir une conclusion sur cette période que j'ai appelée les temps héroïques,
La première des choses à retenir, c'est d'abord la grandeur, l'héroïsme de la génération de l'enracinement. Leur héroïsme militaire, physique, et aussi leur grandeur morale. En fait, si on compare le colon français de cette époque-là au colon anglais de Nouvelle-Angleterre ou encore au colon espagnol ou portugais d'Amérique latine, je pense que sur le plan moral, le français les dépasse considérablement. Il n'y a pas eu ici une exploitation systématique des Indiens. On n'a pas amené des Noirs d'Afrique pour les réduire en esclavage, comme ont fait les Américains et aussi les Espagnols. Bref, les motivations de la Nouvelle-France sont certainement beaucoup plus nobles que celles des autres colonies européennes. Mais malgré tout, on peut parler d'un échec de la colonisation par le système des compagnies. Les compagnies n'avaient pas les ressources financières suffisantes et n'avaient pas non plus la motivation suffisante pour vraiment établir ici un peuplement stable et suffisant. Il faudra une intervention directe du roi pour relancer la colonisation. Donc, le bilan qu'on peut tracer de ce premier siècle de présence française en Amérique, les aspects négatifs, sous-peuplement de la colonie, la compagnie est acculée à la faillite, la compagnie des sans-associés s'est même débarrassée de son monopole en 1645 pour le confier à une autre compagnie, la compagnie des habitants, qui était formée par des gens d'ici. Alors, c'était vraiment pas rentable. C'est l'échec de l'évangélisation, notamment à cause du problème de la consommation d'alcool chez les Indiens, et c'est l'incapacité de défendre le pays contre les Iroquois et contre les Anglais. L'aspect positif, c'est que déjà une grande partie du continent était explorée, et donc il y avait juridiquement une prise de possession par le roi de France, ce qui était quelque chose de très important parce que même si on n'occupait pas réellement sur le territoire, comme juridiquement il relevait du roi de France, ben à ce moment-là, on pouvait le négocier dans les traités européens contre d'autres possessions en Europe, en Asie ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que souvent, même si on a perdu la bataille ici, on a été sauvé par la diplomatie en Europe. C'est le cas, par exemple, de la prise de Québec en 1629, mais la France récupère le Canada grâce au traité de Saint-Germain-en-Laye. Donc la prise de possession juridique était quelque chose de très important. Dans l'aspect positif du bilan, il faut certainement mentionner la sainteté des missionnaires et aussi des colons. J'aurais pu vous parler de certaines figures remarquables, par exemple comme Louis Hébert, le premier paysan canadien, mais ça aurait été peut-être un peu trop long de rentrer dans tous ces détails, mais il y a quand même beaucoup de figures remarquables dans cette première époque. Et finalement, on peut parler de la naissance d'une nouvelle nation, ou du moins d'un nouveau peuple. Les Canadiens de ce temps-là, déjà on commence à parler du mot, on commence à employer le mot Canadien pour différencier les Français qui sont nés en Europe des Français qui sont nés ici. Alors déjà, il y a une certaine identité qui commence à se former, il y a une certaine homogénéité culturelle, il y a une certaine volonté de fonder ici un royaume. Il y a même un écrivain canadien de cette époque, Pierre Boucher, qui a dit que le Canada deviendrait un jour un royaume plus grand et plus beau que celui de France. Alors donc, il y avait déjà une volonté de créer un pays pour l'avenir. Cependant, le Canada français est malgré tout menacé de disparition dès sa naissance, et il faudra l'œuvre de grands hommes pour le sauver. Qui sont ces grands hommes? Je vous en parlerai lors de la prochaine conférence. Il s'agit du roi Louis XIV, de son grand ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, et de l'énergique intendant, Jean Talon, qui va venir ici et qui va être vraiment celui qui va développer la colonie, qui va lui permettre de prendre son essor. Mais tous ces trois grands hommes n'auraient rien fait s'ils n'avaient été inspirés par un autre personnage, sans doute encore plus grand qu'eux, Monseigneur de Laval. Mais c'est ce que nous verrons lors de la prochaine conférence.